Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Euh, Stupeur dans la baignoire chez une jeune fille de 18 ans. Ah, tout un programme. Eh bien, docteur Nui Adra va nous guider sur ce chemin. Je vais vous présenter un cas. Donc c'est une trouble de la vigilance chez une patiente de 18 ans qui m'a été envoyée des urgences à la consultation de vertige. Et on va essayer de localiser la lésion ensemble et de voir un petit peu tous les diagnostics qu'on peut évoquer. Alors, il s'agit d'une patiente de 17 ans et demi qui vient avec sa maman parce qu'elle a été retrouvée inconsciente dans la salle de bain la veille. Depuis une semaine, elle présente les symptômes suivants: somnolence diurne, des vertiges rotatoires positionnels qui durent quelques secondes avec des troubles de l'équilibre, des troubles visuels qui ne sont pas une diplopie mais plutôt un flou des deux yeux, des troubles mnésiques depuis une semaine. Et puis, sa mère rapporte quand même qu'il y a des épisodes de perte de contact, c'est-à-dire, elle lui parle, il n'y a pas de réponse, sans perte de connaissance. La patiente n'a pas d'antécédent personnel particulier. Elle a un mode de vie où il y a un tabagisme chronique. Le binge drinking, c'est-à-dire qu'il y a une consommation d'alcool qui est excessive en soirée, mais pas d'éthylisme chronique quotidien. Euh, Ce qui a été démontré récemment, c'est que le binge drinking fait les mêmes dommages au niveau neurologique que l'éthylisme chronique et des difficultés scolaires. Un examen physique où il y a des paramètres qui sont tout à fait normaux, un examen cardio-pulmonaire normal, pas d'œdème des membres inférieurs, un état neurologique marqué par une bradypsychie, une lenteur à la réponse, pas de signes méningés, des pupilles isochores, des nerfs crâniens sans particularité, une force qui a 5 sur 5 au cas de membres. Tous les modes de la sensibilité sont intacts, c'est-à-dire la sensibilité superficielle et profonde est normale. Tous les réflexes sont normaux, à part les achilléens qui sont absents bilatéralement. Par ailleurs, il n'y a pas de signe cérébelleux, pas de dysmétrie, pas d'ataxie, une marche qui est normale. Par contre, il y a un signe de Romberg qui est positif. Je vous rappelle que la manœuvre de Romberg est de fermer son polygone et de mettre ses mains devant. Elle est dite positive quand il y a une instabilité lors de la fermeture des yeux, ce qui signe plutôt une atteinte qui est proprioceptive. Il n'y a par ailleurs pas de syndrome extra-pyramidal, c'est-à-dire pas de rigidité, pas de tremblement au repos, ni à l'action, pas de bradykinésie. Alors, si on veut localiser la lésion, je fais d'abord un résumé de ce qu'on a. On a une patiente de 18 ans qui a pas d'antécédent particulier, qui se présente pour des troubles de la vigilance, des vertiges, des troubles de l'équilibre, des troubles visuels et des troubles neurocognitifs d'apparition subaigu depuis une semaine. Centrale, périphérique? Centrale, OK. Centrale. Est-ce qu'on peut localiser la lésion sur une seule localisation? Est-ce que c'est diffus plutôt? Tu te lances, Brigitte? Je pense que c'est central et plutôt diffus. Parfait. Donc c'est central, effectivement, on ne peut pas localiser vraiment la lésion. Donc il y a troubles de la vigilance, vertige, troubles de l'équilibre. Effectivement, ça peut être la fosse postérieure, les troubles visuels, ça peut être occipital. Mais donc effectivement, il n'y a pas de localisation précise. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme diagnostic différentiel d'une atteinte centrale diffuse qui est d'apparition subaiguë chez une patiente très jeune de 18 ans? Toxique, métabolique, infectieux, Pour les pertes de contact, par les épisodes de perte de contact, de contact. épileptique potentiellement, Oui, secondaire. épilepsie, absolument. Ok. Quel était le chauffage? Ah, quel était le chauffage dans la salle de bain? Alors, Alors, effectivement, épileptique, idiopathique peu probable, secondaire à une lésion. Et donc, la lésion, vu l'âge, ben, ça serait effectivement démyélinisant. Est-ce que c'est une sclérose en plaques? On aurait tendance à penser que ce serait plutôt une neuromyélite optique parce qu'il y a des plaintes visuelles, mais il y a aussi des troubles de l'équilibre. Donc, ça pourrait être une NMO. Carentielle,
Vitamine B12, vitamine E, cuivre, ça donne des troubles de l'équilibre et des troubles de la vigilance. Infectieux, on est d'accord, c'est peu probable sur base de l'histoire et de l'examen clinique. Tumoral, possible mais peu probable. Diagnostic d'exclusion en neurologie fonctionnelle. On parle plus d'hystérie, on parle de troubles neurologiques fonctionnels, d'où la première photo que je vous avais montrée. Mais effectivement, ça reste un diagnostic d'exclusion et pas très séduisant pour une présentation. Oui, il y a un truc euh, auto-immun, dans des troubles comme ça diffus, on Mhm. peut avoir des Des, tableaux, une rhomboencéphalite ou quelque chose dans ce goût-là. des pathologies démyélinisantes qui vont être secondaires, effectivement, Ouais. à des maladies auto-immunes systémiques. Juste demander s'il avait des rapports protégés, non? Et là, des rapports protégés. Par ailleurs, on a quand même fait une sérologie qui est revenue négative, effectivement. Oui. Jonathan, où est-ce que tu connais Pascal? Tu veux penser Il n'y a rien au niveau familial ou quoi que ce soit. Alors, au niveau familial, son père a des antécédents toxicaux. Et donc, elle voit plus son père depuis des années parce que c'est un grand toxico. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas. C'est des antécédents plutôt psychiatriques secondaires à la prise de drogue. et la baignoire dans tout ça? On y La arrive? baignoire, il n'y avait rien de... Quoi? il y avait rien de particulier dans Ah, la baignoire. ok. Oui, 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 sa mère l'a retrouvée endormie dans la baignoire la veille, en fait. Dans le cadre des maladies inflammatoires, il y a tout le spectre vasculitique. Si Oui. on veut mettre une atteinte du tronc, une atteinte diffuse, une atteinte possiblement épileptique, parce que tu as mentionné la sclérose en plaques, la NMO, c'est quand même pas une cause d'épilepsie extrêmement fréquente, même si c'est possible. Dans la vasculite, c'est plus fréquent. Mhm. Mais c'est très rare. Mais voilà, Ouais. à 18 ans, Oui, on peut C'est l'envisager. possible. oui, oui. Au moment où j'ai parlé auto-immun, je pensais rajouter effectivement une vasculite du système nerveux central, pourquoi pas, hein. Ouais. Parfait, on est aux urgences. Vous demandez une biologie? Pas d'anémie, pas d'hyperleucocytose. La formule est tout à fait normale. Pas de syndrome inflammatoire. Fonction hépatorénale tout à fait normale. Pas de trouble ionique. Éthanolémie négative et toxico-urinaire négative également. Donc, le, pas d'intox au CO. Juste elle pèse combien? Je, de mémoire, 52, une Ok. cinquantaine. Donc, D'un elle poids n'est tout pas à fait obèse, quoi. Non, pas du tout. Ok. Mais donc, quelqu'un de jeune, non obèse, moi 4,6 de CRP, je prends pas. Je veux dire, pour moi, il y a une petite élévation de la CRP. Donc, Ok. moi, j'aime bien des jeunes pour dire qu'il n'y a rien d'inflammatoire. En dessous de 0,5 de CRP, là, je suis content. Ici, voilà. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose d'inflammatoire. Pardon? Oui. Je crois que c'est pour ça que sa biologie est froide. OK. Vous demanderez aux urgences, est-ce qu'on a d'autres choses à demander? Bon, le soir, on ne peut pas demander comme chose. Bon, on avait dit le CO. On avait dit le CO, hein? Toxico négatif, le CO Oui, était OK. négatif Ouais, également. OK. Elle vient en consultation, on a le temps de demander plein d'examens. L'examen neurologique est inchangé à celui que je vous ai montré. L'anamnèse montre quelque chose, un mode de vie un petit peu euh, marqué par des troubles compulsifs, par des sorties tout le temps. Sa mère ne sait pas ce qu'elle fait pendant ses sorties. Et c'est effectivement lorsqu'elle revient à la maison qu'elle a cet état neurologique qui est un petit peu marqué par la bradypsychie et les troubles de la vigilance. Bah, le tout, c'est de voir qu'est-ce qu'on a dans le toxico-urinaire aussi, hein? Mhm. Euh, attends. Psychiatrique, le père est toxicomane et donc il a des troubles psychiatriques secondaires à la prise de toxiques. Attends. Et pas de migraine. Pas de Pas de migraine, migraine. pas de migraine. Les gaz hilarants, c'est à la mode. Prise de gaz hilarant, donc Ah effectivement. bon, ça existe? J'ai vu, oui, oui, ça existe. Quoi, tu en prends de temps en temps? Non, j'en ai pas besoin. Ben voilà, c'est effectivement, elle consomme donc, elle m'a dit qu'elle consomme 200 ballons de gaz hilarant par soirée. 200, elle a vraiment du temps, donc la soirée dure vraiment longtemps. 200 ballons par soirée de façon quotidienne. Effectivement, une consommation.
Du coup, qu'est-ce que vous auriez demandé? De- C'est quelle quantité? 200? C'est parce que 200, ça paraît beaucoup, mais... Mais je pense qu'elle voulait dire 200 fois aspirer Donc, le bain. on est d'accord, c'est les bonbonnes pour gonfler. Oui, Ok. en fait, oui. Je vais vous montrer après les photos. Vous demanderiez quelque chose maintenant que vous savez quels sont? Une IRM, une ponction lombaire et un EG. Une vitamine B12 sérique peut-être. Parfait, très bien. La vitamine B12 est effectivement très effondrée. Bon, je ne pensais pas que vous alliez y arriver très tôt, donc j'ai pas mis le... C'est pas la prochaine dia. Mais effectivement, la vitamine B12 est très... C'est ce qu'on avait demandé aux urgences, c'est très diminué. On n'avait même pas besoin de doser l'homocystéine et l'acide méthylmalonique tellement c'était effondré, c'était moins de 150. Ici, quand c'est le cas, ça veut dire que c'est très effondré. Pour l'épilepsie, on demande quand même un électroencéphalogramme. Euh, Ici, je vous montre juste un électroencéphalogramme normal. C'est là où j'avais besoin du pointeur. OK. Donc ici, de façon générale, vous avez du fronto-pariétal droit, gauche, du temporal, frontotemporal droit et gauche. Si c'est un EG qui est tout à fait normal, qui est marqué par un rythme de base qui va être normal, que vous voyez ici, qui est postérieur entre 8 et 12 Hertz. Et en fait, chez notre patiente, ce que vous allez voir qu'il y a des éléments pointus qui sont organisés en bouffées et qui se répètent tout au long de l'EEG avec le même spectre, ce qui fait penser quand même qu'il y a une épilepsie. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'il y a un rythme de base qui est plus lent, qui est à 6 Hertz, entre 5 et 6, signant la présence d'une encéphalopathie épileptique. Oui, métabolique au sens là. Oui, exactement. Et donc, ici, je vous remets que lors de la stimulation lumineuse, la SLI, vous voyez que c'est le même spectre, donc il y a peu de doute que ça soit autre chose que de l'épilepsie. Par rapport à ces troubles visuels, vous auriez demandé quoi comme examen? PEV, oui, potentiel évoqué visuel. Donc effectivement, à la base, on est aux urgences, on ne peut pas demander d'IRM. On demande un CT scan cérébral à blanc qui revient normal. Il n'y a pas d'intérêt à faire une injection. Il est peu probable que ça soit vasculaire dans ce cas-là. Et puis, à la consultation EMG, effectivement, chez quelqu'un qui a une carence sévère en B12 et des troubles de l'équilibre, il faut exclure une polyneuropathie axonale en premier lieu, ce qu'elle n'avait pas. J'ai une bête question. Oui. À quoi sert le CT scan cérébral? Alors, pour blanc. exclure une cause qui est tumorale, même si ça restait peu probable, et ce qui aurait été Ou un idéal, saignement, quoi. Absolument. oui, voilà. Et donc, puisque l'IRM est difficilement accessible, c'est un examen qui permet d'exclure de façon générale qu'il n'y ait pas une lésion au niveau de la fosse postérieure ou temporale, qui soit hémorragique ou tumorale uniquement. Et ça ne permet pas de montrer autre chose. On réalisait des potentiels évoqués visuels. Et en fait, le principe étant simple, les potentiels évoqués visuels permettent de nous donner des informations sur le cortex occipital. Et en fait, vous voyez ce qu'on va faire, c'est des flashs via des damiers. Et donc, ça va nous permettre de calculer ici la positivité PESAN qui témoigne de l'activité du cortex occipital et qui est la plus constante. Et de façon générale, ça devrait être 118 maximum. Ici, c'est l'œil gauche et on voit qu'il y a 124. Je suis désolée pour la qualité des images. 122, 127. Et ce que vous voyez, c'est que c'est à droite, c'est aussi élevé, mais moins. Donc, ceci signe qu'il y a une neuropathie qui est rétrobulbaire d'origine carentielle, probablement en l'occurrence chez cette patiente, expliquant le flou visuel dans test plein. Et donc, carentiel en B12. En B12, oui. Oui. Donc, Et donc l'hémato était normal, y compris le volume corpusculaire moyen. absolument, il n'y avait pas Donc, d'énergie. voilà, ça, je pense que c'est quand même une remarque assez globale par rapport aux manifestations neurologiques de la carence en B12 qui peuvent survenir alors qu'il n'y a pas de manifestation hématologique. Et c'est vrai aussi pour d'autres problématiques, démence par carence en B12, par exemple. Voilà, on peut l'avoir avec un examen normal au niveau hématologique. Oui. Et c'est resté normal pendant tout. Elle n'a jamais eu d'anémie pendant toute la prise en charge. On demande une IRM qu'on a 6 mois après, qui montre dans
Donc ici, c'est une coupe qui est coronale en T1, le liquide est en noir. Est-ce que vous voyez en périventriculaire frontale, vous voyez une atteinte, un hypersignal au niveau de la substance blanche. Ici, je vous fais un petit rappel anatomique pour vous montrer la deuxième lésion. Ici, c'est une coupe qui est axiale, qui va passer par les thalamies. Et donc, ici, vous avez les thalamies, ici, vous avez le noyau lenticulaire, et vous avez la capsule externe tout à fait ici, où vous allez voir la lésion, cette fois-ci, au niveau coronal chez la patiente. Donc, elle a deux lésions de la substance blanche, la première étant essentiellement périventriculaire, qui peuvent se voir effectivement qui peuvent se voir dans les carences en B12, mais qui n'ont pas de manifestation neurologique clinique à part les encéphalopathies. L'IRM de la moelle, parce que la patiente a des troubles de l'équilibre, on n'a toujours pas d'explication. Elle n'a pas de polyneuropathie. L'IRM de la moelle revient normal. Mais donc, ça, c'est une interrogation avec laquelle on pourra discuter après pour voir pourquoi est-ce qu'elle a finalement une IRM médulaire qui est normale avec une atteinte proprioceptive et sans polyneuropathie démontrée. Donc, la patiente a une encéphalopathie épileptique, une neuropathie optique, une leucopathie à prédominance périventriculaire frontale gauche et une atteinte proprioceptive avec une électroneuromyographie qui est normale et une IRM de la moelle qui est normale. Vous le savez déjà, elle a un déficit en B12 avec une épilepsie secondaire. Une pathologie démyélinisante reste peu probable, il n'y a pas de dissémination dans le temps et donc c'est carentiel. La vitamine B12, c'est la cobalamine. Et donc, ça s'appelle cobalamine parce qu'il y a un ion de cobalt à l'intérieur. Et en fait, effectivement, ce protoxyde d'azote, ce que vous voyez à Bruxelles dans les parterres la plupart du temps, c'est ça. C'est là où il y a le protoxyde d'azote parce que, et c'est ça ce qu'ils mettent dans les ballons, en fait, c'est du protoxyde d'azote pur. Et donc, ça va venir désactiver cet ion de cobalt. Et donc, ça va venir désactiver la vitamine B12. Le protoxyde d'azote a été découvert en 1700. Il est utilisé dans le milieu médical à partir du 19e siècle pour son effet sédatif, analgésique. En 1956, on découvre quand même qu'il y a des toxicités neurologiques, cardiaques, hématologiques, mais aussi psychiatriques. Le souci, c'est que c'est une drogue qui est en vente libre parce que ça aide à fabriquer la crème fouettée. Donc, vous la trouvez dans tous les supermarchés. Et en fait, ce que font les jeunes, c'est qu'ils ils l'inhalent dans les ballons de baudruche à partir des cartouches où le gaz est utilisé. Le problème, c'est que c'est utilisé sous la forme qui est pure, alors qu'au niveau médical, on l'utilise jamais sous forme pure. Son effet est une euphorie, voire un effet dissociatif, d'où sa nomination de gaz hilarant. Au niveau neurologique, l'absorption est rapide, les effets euphorisants durent quelques secondes. C'est pourquoi la patiente explique qu'elle fait plusieurs inhalations, parce que ça dure juste quelques secondes. Ça a une action sur les récepteurs opioïdes mu, donc d'où l'effet analgésique, et kappa qui libère les endorphines, mais aussi donc ça a une action sur les interneurones inhibiteurs GABA, et donc ça donne le contraire, une excitation et donc une augmentation de la diffusion de la dopamine. Donc les consommateurs recherchent cette euphorie qui dure quelques secondes. Par ailleurs, ils ont aussi des images de distorsion. Alors, ce qui est important de comprendre dans ce schéma, c'est plusieurs choses parce que ça permet d'expliquer toutes les causes de déficit en B12 et ça permet aussi d'expliquer pourquoi est-ce que le dosage est peu sensible et peu spécifique. Donc, la vitamine B12, on la trouve dans les aliments, je vous apprends rien, puis ça s'associe à l'aptocorine. Et en fait, ce qui est important, c'est que ça soit un pH gastrique qui est bien précis, d'où le fait que les IPP peuvent donner des déficits en acide folique. Donc, si on prend du Pentomède pendant longtemps, il ne faut pas hésiter à se dire que c'est peut-être à cause de ça qu'on a des déficits en B12. Ensuite, il se dissocie de cette aptocorine via des enzymes pancréatiques et il va se lier aux facteurs intrinsèques, expliquant pourquoi, quand vous avez un BIRMER, vous avez des anticorps antifacteurs intrinsèques, expliquant le possible déficit en B12. Ensuite, nous avons une absorption dans l'iléon terminal. Et ce que vous avez, et ça c'est le plus important, c'est qu'il y a 80%
qui va être lié à l'aptocorine et qui va être utilisé dans le cycle entérohépatique. Et donc, ça explique que vous avez 80% de votre vitamine B12 qui est inactive parce qu'elle est dans le cycle entérohépatique et quand vous dosez, quand vous faites le test sérique, eh bien, vous dosez les deux, le 20% et le 80%. Donc, c'est pourquoi le test est peu sensible. Par ailleurs, les 20% qui nous restent sont très importants parce que ça synthétise non seulement l'ADN, mais ça aide au fonctionnement de la mitochondrie. Et ce que vous allez voir, c'est que ça transforme l'homocystéine en méthionine, expliquant pourquoi on dose l'homocystéine qui est élevée dans les déficits en B12, mais on dose aussi l'acide méthylmalonique qui est élevé dans le déficit en B12. On peut finalement dire que ça permet aussi d'intervenir dans le métabolisme des acides gras, expliquant les déficits neurologiques. Peut-être juste par rapport, commentaire par rapport à l'homocystéine, de rappeler quand même que ce n'est pas que la B12, l'acide folique et la B6 sont également C'est des ce que j'allais dire. vitamines. Oui. OK, d'accord. Alors effectivement, le dosage de la vitamine B12 pose problème. Ce qui est bien, c'est que la clinique prime par rapport au dosage. Et donc, le dosage, ça quantifie, comme vous l'avez bien compris, la forme qui est inactive, mais aussi la forme qui est active, mais qui représente finalement que 20%, expliquant pourquoi il y a une mauvaise corrélation entre le temps sanguin et tissulaire. Parce que, on n'arrive pas à quantifier à partir, on n'arrive pas à mettre une norme pour ces 20% et donc on ne sait pas, quelle norme il faut mettre pour la vitamine B12. Alors il faut savoir que la vitamine B12 est diminuée dans plusieurs causes, mais aussi dans la prise massive de vitamine C. Les patients ont tendance à prendre beaucoup de compléments alimentaires, donc il ne faut pas hésiter à leur demander s'ils prennent beaucoup de vitamine C, mais aussi les carences, en folate chez les patients sous metformine, chez la femme enceinte en cas de traitement hormonal ou déficit en aptocorine comme on s'y attend. Par ailleurs, effectivement, le dosage en homocystéine est très sensible à 98% et précoce du déficit en B12. Malheureusement, comme le dit le professeur Kogan, ça peut se manifester, ça peut être augmenté dans les déficits en folate ou vitamine B6 ou l'hypothyroïdie ou l'insuffisance rénale ou certains polymorphismes génétiques. En ce qui concerne l'acide méthylmalonique que j'aime beaucoup, mais qui prend beaucoup de temps, en fait, c'est fait dans certains labos. Et en fait, ça prend vraiment plus de 2 mois pour avoir les résultats et c'est très cher. Et donc, c'est même pas dans les prises de sang, il faut le rajouter à la main. Et donc, ça reste très sensible, plus sensible que l'homocystéine. Les guidelines actuels en ce qui concerne les polyneuropathies axonales avec une B12 qui est à la limite, je dis bien pas diminuer, mais vraiment à la limite, c'est de doser l'homocystéine et l'acide méthylmalonique d'emblée. Les principales étiologies, vous les avez bien compris, la maladie de Birmer, tout ce qui est bypass gastrique, gastrectomie, gastrite, la metformine, les IPP, l'insuffisance pancréatique externe. Donc ça, il y avait une intervention des enzymes pancréatiques à la deuxième étape. Puis aussi tout ce qui est déficit en transcobalamine, mais aussi les végétaliens et la consommation excessive de protoxyde d'azote qui inactive la cobalamine par inactivation de son ion de cobalt. Alors, je ne vais pas vous dire tous les symptômes, mais en gros, au niveau neurologique, les symptômes d'un déficit en B12, ça donne effectivement une altération de l'état mental expliquant la bradypsychie de la patiente, des troubles cognitifs parce qu'il y a une leucopathie qui est ventriculaire, mais aussi ce qu'on appelle la mégaloblastique madness avec des symptômes qui sont totalement psychiatriques, dépression, hypermanie, paranoïa, désillusion et labilité. Au niveau de la moelle épinière, par le même mécanisme de démyélinisation, ce qu'on va avoir, c'est une atteinte proprioceptive, donc une atteinte de la sensibilité profonde, de la vibration et de la position, mais aussi une ataxie, une paraparésie, un signe un signe de Romberg qui est positif et un signe de l'hermite. Donc le signe de l'hermite, quand vous demandez une flexion de la tête au patient, il va y avoir une décharge au niveau de son dos qui va descendre, signant une atteinte proprioceptive.
Il y a aussi des atteintes au niveau du système nerveux autonome, se manifestant par des hypotensions, mais aussi par des incontinences urinaires et fécales. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir, ça peut donner des neuropathies carentielles comme notre patiente a. Les autres symptômes, vous les connaissez déjà. Dans la cohorte de Bao, qui est la plus grande cohorte dans la littérature, où il y a 30 patients, il me semble, les symptômes les plus communs étaient les paresthésies, la faiblesse et l'instabilité, mais aussi les atteintes cognitives. Et notre patiente a eu les 4 symptômes. Les signes cliniques, c'était le déficit moteur, ça on n'avait pas, la paraparésie, heureusement pas, le sens de la vibration, donc l'atteinte de la sensibilité profonde. Il peut y avoir un niveau sensitif, une hyporéflexie, une hyperréflexie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le déficit en vitamine B12 peut donner une sclérose combinée de la moelle. Donc c'est quoi une sclérose combinée de la moelle? C'est une atteinte qui va se faire au niveau du faisceau cordonal postérieur, qui est responsable de tout ce qui est proprioception, mais aussi du faisceau qui est corticospinal latéral, d'où le fait que c'est combiné. Et donc, c'est une des seules causes en neurologie qui va donner des symptômes qui sont périphériques, donc une hyporéflexie éventuellement, avec des signes pyramidaux qui sont d'une atteinte centrale. Donc ça, il faut bien y penser. Donc, si vous avez une hyporéflexie avec un signe de Babinski qui est positif, il faut penser à la sclérose combinée de la moelle. Alors finalement, comme je vous ai dit, c'est un peu frustrant de voir qu'il n'y a pas de polyneuropathie et que l'IRM de la moelle est normal, donc il n'y a pas de myélite. Ça, je vous avais déjà dit, le déficit en B12 donne des atteintes de type sclérose combinée, neuropathie périphérique, la plupart du temps axonale, mais il a été décrit récemment qu'il y a des formes qui sont démyélinisantes. Là, est-ce que la patiente a une myélopathie? Eh bien, elle avait au niveau des symptômes des paresthésies, des troubles de l'équilibre, et au niveau des signes, un signe rhombaire qui est positif, une hyporéflexie, mais pas de signe de syndrome, mais pas de syndrome pyramidal. Donc, signe de Babinski négatif, pas d'hyperréflexie. Ce qui a été fait, c'est que le délai des IRM, encore une fois, est très long, et donc la patiente a été supplémentée le premier jour, évidemment. L'IRM de la moelle, je l'ai eu 3 mois après le début des symptômes. Et dans la littérature, vous voyez que, je vais vous montrer après, qu'il y a des lésions, mais que ça disparaît après supplémentation. Et pour moi, ça reste l'explication la plus probable. Par ailleurs, les potentiels évoqués étaient normaux. Ceux des membres inférieurs dont j'avais besoin n'étaient pas interprétables. Ça reste un examen qui est relativement désagréable, donc je ne l'ai pas refait. Et l'électromyographie n'est pas en faveur d'une polyneuropathie. Ici, vous avez encore une fois chez le même auteur. Donc, vous voyez ici, c'est une vue qui est sagittale en T1. Et vous voyez l'atteinte, c'est très discret, hein, c'est l'atteinte cordonale postérieure des cordons. Vous avez un hypersignal, mieux visible ici dans une vue qui est axiale. Et en fait, dès que vous supplémentez les patients, bim, ça disparaît. Et je pense que c'est ce qu'elle a eu. En tout cas, c'est la seule explication que j'ai. Et la leucopathie. Donc, de la même façon qu'il y a une démyélinisation au niveau cérébral, il y a la même chose au niveau de la moelle épinière, il y a la même chose au niveau cérébral. Et donc, ça a été décrit dans une cohorte de 33 patients et 4 d'entre eux avaient exactement la même localisation de lésions qui sont frontales, périventriculaires, comme la patiente, et du centre demi-ovale. Dans une autre cohorte, c'est des études de très mauvaise qualité, donc il n'y a pas beaucoup de... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui consomment le protoxyde d'azote qui veulent participer aux études plutôt. Dans l'étude de Gao, là, on voit qu'il y a 15% de gens qui ont des leucopathies. Donc, c'est intéressant, si vous avez des patients, de leur faire une IRM cérébrale, même si ça n'explique pas leurs symptômes. Donc, on a refait l'IRM chez notre patiente. Elle était inchangée. D'ailleurs, elle était étonnée de voir qu'il y aurait les mêmes lésions. J'espère que je l'ai convaincue de ne pas reprendre ça. Et donc, ici, vous avez les lésions. Donc, c'est purement périventriculaire avec des hypersignaux, encore une fois, en T1 sur une vue axiale. Le suivi est marqué par une résolution, mais très rapide, des symptômes après supplémentation en vitamine B12. Je pense en déant les 2 semaines. On a mis du Keppra parce que pour les éléments pointus et pour l'encéphalopathie épileptique qui a cédé à l'augmentation, au Keppra plutôt 750 2 fois par jour. Normalisation de l'EEG, des troubles de la vigilance et de tous les symptômes, justifiant l'arrêt de la vitamine B12 et le Keppra, il me semble, 3 mois après.
Et puis évidemment, je revois la patiente en septembre parce qu'elle présente une épilepsie, cette fois-ci pas dans sa baignoire, mais par terre. Dès que sa mère est partie en vacances, elle a fait une crise tonico-clonique généralisée dans un contexte de reprise de ballon. Et donc, nouvelle intoxication, nouveau EEG avec plein de pointes. On a repris le Keppra et actuellement, elle est en sevrage depuis 3 mois. Donc, on a arrêté encore une fois le Keppra. L'IRM cérébral de contrôle à 7 mois est inchangé. Le suivi est, sous réserve qu'elle est toxico, le suivi est actuellement, et qu'elle ne veut pas voir de psychiatre, le suivi est actuellement satisfaisant parce qu'elle a un examen neurologique normal et tout s'est normalisé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on a une idée d'à partir de combien de temps la consommation de protoxyde d'azote a un retentissement sur la B12? Est-ce qu'il faut une consommation chronique? Ou est-ce qu'une soirée avec 200 prises, ça suffit? On a une idée de ça? Alors, non, j'ai pas une idée de ça, mais par contre, la corrélation entre les symptômes neurologiques et le nombre de ballons consommés, entre parenthèses, n'est pas connue. Ça dépend, c'est dépendant de la personne. Donc, je peux imaginer de la même façon qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais je n'ai pas trouvé de réponse dans la littérature. Non. Et ton hypothèse de la myélite qu'on n'a pas vue et qui a récupéré, du coup, quand tu as fait l'IRM et qu'elle était normale, elle n'avait plus de troubles de l'équilibre. Non. Les troubles de l'équilibre ont vraiment disparu, je vais dire 1 semaine et demie à 2 semaines après la supplémentation. Ouais, donc ça tient là. Donc c'était spectaculaire du jour au lendemain et pour l'encéphalo-épileptique de la même façon. Et les séquelles que l'on voit sur l'IRM, bon, d'abord, dans les plus grandes séries, c'est classique que certaines lésions restent et ne régressent pas. Et l'autre point, est-ce que ces lésions-là ont une corrélation clinique actuelle ou bien c'est des petites lésions qui restent là comme on peut en voir Des corrélations avec des troubles cognitifs comme toutes les leucopathies. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues peut-être, mais par ailleurs, cliniquement, non, il n'y a pas de signe voilà, clinique de cliniquement, ces tout a lésions. disparu, quoi. Il reste C'est ça, il une reste des images. cicatrice de Oui, son. voilà. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire un test neuropsychologique pour voir à quel point est-ce qu'il y a des atteintes neurocognitives qui sont liées à cette leucopathie, mais la patiente ne veut pas faire de test neuropsychologique. Oui, en l'occurrence, on a peut-être dû les faire avant qu'elle prenne son truc aussi, parce que bon. Sur le plan métabolique, l'absence de macrocytose est quelque chose qu'on retrouve dans les grandes séries ou c'est le cas de cette jeune fille qui a peut-être une carence en fer qui a un peu neutralisé l'impact macrocytosique, je dirais, de la B12? De façon générale, ils mettent un tableau clinique où effectivement il y a une macrocytose, il y a un déficit neurologique. Étonnamment, elle l'a pas, je n'ai pas d'explication, mais Oui. dans les séries, ils disent pas. Ben, moi, j'avais revu ce point particulier et donc c'est pas si exceptionnel que ça, qu'il y ait une dissociation entre la répercussion, si tu veux, neurologique de la carence en B12 et l'absence de manifestations hématologiques. Non, elle n'avait Non. pas de carence sur fer. Non. Attends. Non, mais c'est une question qui avait été posée là pour demander si on pouvait préventivement prendre de la vitamine B12. Avant d'aller en boîte. Voilà. Ah, oui, c'est une bonne question, oui. Il devrait avoir des petites bonbonnes qui contiennent à la fois de la B12 et du protoxyde d'azote. Oui, OK. Ouais, après, la patiente a dit à tous ses amis de prendre la vitamine B12 avant d'aller en soirée. C'est juste un point sur le tableau neurologique de la carence en B12. Bon, lorsqu'on pense à une carence en B12 et qu'il n'y a pas de carence en B12, alors qu'il y a un tableau neurologique qui est tout à fait celui auquel on s'attendrait, et que l'homocystéine est élevée, il faut penser au déficit en cuivre. Et le déficit en cuivre peut être secondaire à une intoxication en zinc. Donc, en plus, comme il y a beaucoup de gens qui prennent du zinc en quantité importante, c'est des choses qui peuvent arriver. Pour le rappel d'avoir l'homocystéine comme témoin d'une carence de ces trois vitamines, c'est vraiment un point intéressant, quoi. Et Et d'ailleurs, l'acide oui, méthylmalonique aussi. oui. Donc, Et ici, on a supplémenté quoi par la bouche? alors moi, ce que je fais, c'est 1 milligramme par jour pendant 15 jours, puis réévaluation neurologique si disparition des symptômes, une fois par 10 jours. Et puis, voilà.
Et par la bouche, oui. L'absorption est la même par la Voilà. bouche ou en intramusculaire? Exact. Je préfère par... Il faut se méfier pour l'absorption et il est mieux de prendre de l'hydroxycobalamine que de la cyanocobalamin. L'hydroxycobalamine est mieux absorbée que la cyanocobalamin. Donc ça, c'est aussi un point, et y compris d'ailleurs au niveau intramusculaire, assez curieusement, revenons à la question, que la cyanocobalamin peut ne pas être bien absorbée, même résorbée par voie intramusculaire. Donc il faut privilégier l'hydroxycobalamine. Et alors en mettant 1 gramme, bon, on est assez à l'aise, d'autant plus qu'avec 1 gramme, on recrute également des voies d'absorption de la B12 qui ne dépendent pas du facteur intrinsèque. Et donc des patients, par exemple, bon, c'est un peu hors sujet, qui auraient un Birmer, qui serait sous anticoagulant pour autre chose, et qu'on n'a pas envie de donner à chaque coup un hématome, eh bien, on peut donner 1 gramme par la bouche. Et donc, ça prend des voies de résorption distinctes. Et donc, dans les Birmer, ça peut être une solution de traitement. Et effectivement, donc, les auteurs insistent sur ce que vous avez dit. Quand il y a un déficit neurologique, même si la B12 est normale, il faut doser l'homocystéine. C'est la clinique prime, et donc c'est ce qui rend les choses intéressantes. Bon, eh bien, voilà, écoute, un peu de Elie, gaz hilarant avant les Elie, fêtes. Oui, Elie, je peux une petite oui, remarque. Donc, en fait, effectivement, la vitamine B12, hein, on le fait ici, on peut doser ainsi que l'homocystéine, mais je vous signale qu'elle est remboursée qu'une fois par an. Et donc, quand vous demandez de la vitamine B12, c'est 9 €, voire 10 € maintenant à partir de janvier, à charge du patient. Donc, voilà, elle est remboursée une seule fois par an, comme ça vous le savez. L'homocystéine, on peut les doser ici sur un tube sec, que ce soit le vitamine B12 ou l'homocystéine. Voilà. ok. Enfin, Ça va? par rapport au prix des petites bonbonnes, ça va pas être beaucoup plus cher. Ok, merci Nicolas pour Moi, ce je t'en prie. commentaire. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Non pas la semaine prochaine, ni la suivante. On reprend le 11 janvier. Bonne fête à tous.